RCF. Des souris et des hommes. Jean Pouli. Et pour la dernière chronique de la saison, on retrouve Jean Pouli. Bonjour Jean. Bonjour Lucie. Et vous allez nous parler aujourd'hui de l'infobésité. Serait-ce le nouveau mal du siècle ? Écoutez, ce néologisme qui nous vient du Québec, en fait, résume assez bien une situation que la plupart de nos contemporains connectés vivent chaque jour. Sentiment d'être débordés, voire submergés par l'information, de subir un flot continu d'emails, de SMS, d'appels, de notifications dans les réseaux sociaux, sur son ordinateur, mais aussi sur son smartphone, à son bureau, et puis chez soi. Alors, depuis la démocratisation d'Internet, ces canaux d'information se sont multipliés, et ils s'ajoutent aux autres moyens d'information que sont la presse écrite, les radios et la télévision. Alors, faut-il être d'accord avec la devise selon laquelle trop d'informations tue l'information, ou bien faut-il s'interroger sur la manière de gérer cette nouvelle réalité, et donc sur notre façon de vivre dans cette société qui devient hyper connectée. Et concrètement, comment elle se traduit cette surcharge d'informations ? Écoutez, en France, par exemple, 1,5 milliard de mails sont envoyés chaque jour. Alors ça ne vous dit pas grand-chose. On va résumer ça pour un professionnel comme vous et moi. C'est en moyenne 72 mails par jour, soit presque un mail toutes les 10 minutes pour une journée de 10 heures, puisque désormais la journée de travail s'étend aussi dans les transports et à la maison. De quoi vous déconcentrer totalement pendant la journée quand on sait qu'un cadre est interrompu en moyenne entre 2 et 8 minutes. Comme l'affirme Thierry Venin, chercheur du CNRS, c'est un peu la torture de la goutte d'eau. Et selon l'Observatoire sur la responsabilité sociale des entreprises, l'ORS, 56% des utilisateurs consacrent plus de 2 heures par jour à la gestion de leur boîte mail, près de 40% reçoivent plus de 100 messages par jour, et près des 2/3 déclarent vérifier leur messagerie toutes les heures, mais le font en réalité bien plus souvent, parfois toutes les 5 minutes, comme moi d'ailleurs. Et du coup, quelles sont les principales conséquences de cela dans notre rapport à l'information ? Écoutez, cette surinformation a d'abord pour conséquence de nous donner de véritables indigestions. L'information est trop importante, mais trop rapide pour que nous puissions la digérer, la traiter, la comprendre et la mettre en perspective. On parle d'hyper-choix. Cette information pléthorique, permise par le numérique, contribue aussi à abolir la hiérarchisation des informations. Tout est mis à plat, de façon horizontale. Une information chasse l'autre et on arrive même parfois à une sorte d'hystérisation de l'information avec l'exemple des chaînes d'information continue et des fils d'information Twitter qui favorisent un traitement très superficiel de l'information quand on sait que 60% des utilisateurs de Twitter, justement, relaient des articles qu'ils n'ont même pas lus. Et par quel mécanisme ces indigestions informationnelles nous affectent ? Tout est lié au cerveau, Lucie. Matthew Crawford, un chercheur américain, nous invite à prendre conscience de ce qu'il appelle la crise de l'attention à laquelle nous serions confrontés. Parce que notre cerveau, vous le savez, est une matière très plastique qui s'adapte en permanence et qui est particulièrement sensible aux stimuli extérieurs. Il existe même un test scientifique appelé le test du gorille invisible qui démontre que dans une situation d'attention et de concentration profonde, par exemple le fait de compter les passes d'une équipe de basket sur une vidéo, on ne voit pas passer un gorille qui traverse le terrain de basket. Et oui, ce test démontre que notre cerveau a un réflexe d'attention aux stimuli extérieurs très prononcé. Sans doute un reste archaïque de notre histoire primitive où l'homme devait se prémunir des attaques extérieures. Du coup, notre cerveau se focalise naturellement sur les flots d'informations. Il butine, s'éparpille, devient avide d'informations, insatiable et parfois même dépendant à ces stimulations informationnelles. Et du coup, est-ce que cette infobésité, elle peut déboucher, je ne sais pas, sur des dysfonctionnements, même sur de véritables pathologies ? Eh oui, tout à fait. Il y a bien évidemment la dépendance à l'information qui instaure une sorte de mal-être face au silence et au vide que procure la déconnexion, comme un estomac qui a faim. Et puis il y a aussi le burn-out numérique, une expression un peu fourre-tout, mais qui recouvre le trop-plein d'informations et de connexions qui pousse les organismes à bout et fait des ravages dans les entreprises. L'infobésité peut même conduire à une pathologie au Japon qui s'appelle le hikikomori, je prononce, du savoir, dans laquelle l'internaute s'engouffre dans des labyrinthes documentaires toujours plus spécialisés et finit par s'isoler complètement. Ce repli, ce retrait, cet isolement fait écho à ce qu'on appelle aussi les no-life, ces adolescents fans de technologie qui se réfugient dans des mondes virtuels et se coupent de toute relation sociale. Et puis, un dernier risque pathologique, c'est celui de l'anxiété, avec cette peur de manquer une information, mais aussi l'angoisse que génère
une surabondance d'informations. Enfin, l'infobésité et les activités multitâches permises par les outils numériques affectent la mémoire procédurale de notre capacité à prendre des décisions, à émettre un jugement apaisé devant une information beaucoup trop abondante et donc pas digérée. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, Jean Pouly, s'il vous plaît, que fait-on ? Eh bien, écoutez, je file l'analogie avec finalement la nourriture. On parle d'infobésité avec ce néologisme. Eh bien, comme pour la nourriture, le bon sens indique de faire une sorte de régime informationnel. Mais comme tout régime, si la cause du surpoids d'informations n'est pas clairement identifiée, tous les efforts du régime risquent de tomber à l'eau. Autrement dit, nous sommes donc appelés à nous interroger à notre rapport intime à l'information, à donner du sens à notre quête d'information, à comprendre pourquoi nous avons besoin de nous informer, pour savoir ensuite comment nous allons nous informer. Cela nous permettra de ne pas subir l'information, de mieux choisir les canaux et les supports qui nous conviennent, mais aussi de mettre en place une véritable gestion de notre écosystème informationnel. Alors il est bien sûr possible et même recommandé de se former à cette gestion de l'information pour apprendre à déconnecter, à se fixer des règles et des processus assez stricts pour ne pas se laisser déborder. Enfin, comme les employés de la société Canon, qui chaque trimestre vivent une journée sans mail, je recommande à chacun de savoir déconnecter complètement, et pourquoi pas à l'occasion des vacances, puisque c'est bientôt la période, dont l'étymologie est la même que le mot vacuité, comme un appel à vivre positivement un vide pour le remplir d'autres choses, sans doute plus essentielles. Merci beaucoup Jean Pouly pour ces précieux conseils. Alors on coupe bien son téléphone pendant les vacances. Merci, on vous retrouve à la rentrée avec plaisir. Merci.